Bonjour, je m'appelle Anouban Kate. Vous êtes sur le plateau des Forums France-Inde. C'est la deuxième partie de mon échange avec l'écrivain Olivier Dallage et nous discutons son dernier livre, Les Indiens et leur langue. Et dans la première partie, nous avons discuté les langues de l'Inde, bien sûr, mais un petit peu aussi quelle est l'échelle de cette richesse. Nous avons étudié plusieurs cartes de l'Inde et à la fin, nous avons aussi parlé surtout de l'importance de l'anglais en Inde. Et moi, je souhaite maintenant venir un petit peu plus en arrière et c'est le sanskrit qui m'intrigue. Et vous avez consacré pas, pas mal de pages pour sanskrit. Et ce qui m'a étonné, c'était le petit village au Karnataka dont vous avez parlé, où on parle encore et toujours cette langue. Et du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu parler sur le sanskrit, aussi sur les aspects comme que le sanskrit, même si beaucoup de gens le croient, pensent, ce n'est pas la langue la plus ancienne. En Inde, c'est plutôt tamil et d'autres langues. Vous avez aussi parlé des formes populaires du sanskrit, prakrit, et enfin aussi le rôle des Anglais pour que sanskrit soit écrit en Devanagari. Donc voilà, dans leur volonté de standardiser, je vous ouvre le sujet, le grand sujet sanskrit. Merci. Alors, je vais commencer par ce village. Il y en a d'autres. En fait, c'est l'héritage de la période pendant laquelle les... il y avait des missionnaires, en quelque sorte, de ce qu'on n'appelait pas encore l'hindouisme, et qui sont allés, là j'emploie un terme qui volontairement n'est pas lié à l'hindouisme, évangéliser le Sud. Donc on envoyait des brahmanes qui restaient en communauté, les brahmanes qui étaient les prêtres, qui à travers les siècles avaient véhiculé les Védas, les textes fondateurs de l'hindouisme, qu'on appelait à l'époque le brahmanisme, les Puranas, enfin tous les textes sacrés. Tout ça, c'était en sanskrit. Donc leur langue, c'était le sanskrit, et ces missionnaires brahmanes sont allés s'installer dans différents endroits et ils créaient des communautés. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'une part une survivance de la langue dans certains de ces villages, et de l'autre une claire volonté aussi du centre, c'est-à-dire du gouvernement fédéral à Delhi, de promouvoir le sanskrit en tant que langue authentique de l'Inde. Et il y a probablement eu des opérations de relations publiques et aussi des efforts pour faciliter l'apprentissage du sanskrit par ceux qui le maîtrisaient mal. Moi, quand j'ai abordé ce livre, j'étais arrivé avec plein d'idées préconçues qui sont tombées les unes après les autres. Et donc, dans l'idée que j'avais, c'est que le sanskrit était la mère de toutes les langues, qu'elle était très ancienne et qu'elle avait toujours été écrite en Devanagari. Et à mesure que j'avançais dans mes recherches, j'ai découvert que d'abord, c'était pas la plus ancienne, que effectivement le tamoul était au moins aussi ancien et vraisemblablement plus ancien, mais surtout que le sanskrit, et finalement c'est logique, il n'est pas né de rien. Et donc, avant le sanskrit, il y avait quelque chose. Et ce quelque chose, on le connaît mal, et les linguistes l'ont appelé le proto-indo-européen. C'est une langue qui est une construction intellectuelle. On ne sait pas de quoi elle est faite, mais on devine qu'elle a existé parce qu'elle a produit des dérivés dont le sanskrit est la plus commune et la plus connue, mais c'est pas la seule. Et de la même façon qu'en physique nucléaire, certaines particules ne sont pas directement observées, mais ce qu'on observe, c'est les interactions avec d'autres particules qui ne réagiraient pas de la même manière si elles étaient seules. De la même façon, on a pu deviner que ce proto-sanskrit, mais comme il y a aussi un proto-tamoul, ou en tout cas un proto-dravidien, ont été à la base des langues plus récentes que l'on connaît aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est que le sanskrit n'a pas toujours été écrit, il a été répété
dans des mantras, dans des récitations qui ont permis de conserver une structure toujours la même, mais qui n'avait pas nécessairement de forme écrite. Et la forme écrite, elle l'a trouvée avec les alphabets qu'elle avait sous la main. C'est-à-dire que partout où on parlait le sanskrit, on utilisait l'alphabet du coin. Et donc le sanskrit peut s'écrire en caractère kannada, il peut s'écrire en fait dans tous les caractères des langues indiennes, puisqu'il y a des sonorités qui sont assez communes, et les sonorités particulières, on avait ajouté quelques lettres spéciales d'un alphabet qu'on a appelé le Grantha, pour rendre les sonorités du sanskrit. Et le Devanagari n'était que l'une de ces graphies. Et en effet, ce sont les Anglais qui, quand ils ont pris les choses en main très sérieusement à partir du début du 19e siècle, ont voulu faire les choses de manière très rigoureuse. Donc les castes, ils ont fait une nomenclature un petit peu comme il y a la nomenclature des éléments périodiques en physique. Eux, ils ont fait la même chose avec les castes. Et en assignant des castes à des gens qui, au départ, ne savaient pas nécessairement qu'ils appartenaient à ces castes, mais c'est les Anglais qui les y ont mis euh, à partir de choses qui évidemment existaient avant. Et pareil pour les langues, à Fort Williams, une école qui a été montée par les Anglais avec un homme en particulier, un certain Gilchrist, qui était un chirurgien écossais, qui avait été dans l'armée, qui avait voyagé, qui parlait couramment le hindustani, qui s'est passionné pour les langues, qui a écrit un dictionnaire qu'il aurait bien aimé avoir. Et puis, il a commencé son école privée et les Anglais l'ont dit, non, viens enseigner à Fort Williams. Et là, il a théorisé l'idée, lui et quelques autres, que l'ourdou, la langue essentiellement musulmane, ça devait être en caractère persan et le hindi, ça devait être en caractère devanagari, mais avec une langue beaucoup plus sanskritisée. Donc, il a redonné de l'importance au sanskrit plus que ce qu'elle n'avait réellement à l'époque. Et à partir de là, ben, le sanskrit a été essentiellement Devanagari. Et aujourd'hui, vous interrogez les Indiens dans la rue, vous demandez ceux qui ont entendu parler du sanskrit, c'est-à-dire quand même beaucoup d'entre eux, comment ça s'écrit? Ils répondront naturellement en caractère Devanagari. Ben non, c'est pas du tout naturel, ça fait tout juste 200 ans. Donc, du coup, voilà, on ne peut pas sous-estimer l'impact que les Anglais ont eu sur les langues indiennes, y compris le sanskrit, surtout sur le fait qu'on écrit sanskrit maintenant en Devanagari. Mais vous avez aussi parlé de cette question à la fois scientifique et identitaire qui est liée avec l'ancienneté de sanskrit. Est-ce que sanskrit, c'est vraiment une langue matrice des langues ou pas? Et sous ça, vous avez fait une petite conclusion et je souhaite de le lire. C'est que l'état actuel du débat nous amènerait par conséquent à la conclusion provisoire que le sanskrit, dans son dérivé nombre de langues indiennes, à défaut d'en être le maire, serait, la mère serait davantage un cousin éloigné des autres proto-langues qui ont donné naissance au fil du temps aux langues indo-européennes telles que nous le connaissons à présent. Et je terminerai aussi sur un autre point. Et pour moi, c'est vraiment remarquable la conclusion que vous avez déduite, c'est que vous avez cité l'exemple d'ADN d'un vieux squelette de 4500 ans de la vallée d'Indus et qui n'est pas des Ariennes, mais des Dravidiens. Donc, vous dites que l'hindouisme serait une religion importée en Inde comme le christianisme et l'islam. Je pense que si les gens de BGP, le Premier ministre, lisaient ce livre, il va tomber de sa chaise, au moins. Mais qu'est-ce que vous en dites sur ces Non, mais arguments? cette découverte à Reykjavik est effectivement quelque chose qui a été un tournant. Et l'article a été très long à publier parce que, comme les articles scientifiques rédigés par de très nombreux scientifiques du monde entier, il faut qu'ils se mettent d'accord sur la structure, sur les mots, sur les termes. Et ça a mis très longtemps. Il est sorti en 2018, si je me rappelle bien, cet article. Et l'un des signataires, qui est un archéologue très connu en Inde, professeur Shinde, qui a signé cet article, après, s'est dédié et a été sur différentes chaînes de télévision pour dire le contraire de ce que disait l'article. L'article soulignait que ce squelette qui a été exhumé, euh, il y a une analyse génétique qui a été faite et qui montrait l'absence d'un gène qui est très commun en Inde, notamment chez les brahmanes. Et les brahmanes sont les descendants de ceux qui ont apporté les Védas. Et donc, si dans la civilisation de l'Indus,
qui est la civilisation la plus moderne et la plus établie de l'Inde ancienne, les gens ne portaient pas le gène caractéristique des brahmanes, ça veut dire que les brahmanes sont venus d'ailleurs et que donc l'hindouisme est venu d'ailleurs. C'est un raccourci d'un article scientifique très élaboré et très complexe, donc je ne veux pas non plus être caricatural, mais dans la mesure où, en effet, la question de l'authenticité, du caractère autochtone de l'hindouisme est centrale dans le nationalisme hindou, à tel point que dans son livre publié en 1939, le futur patron du RSS, Golwalkar, disait, en s'appuyant sur des propos tenus par Tilak, euh, qui disait que le nord était en fait en Inde, il dit que le pôle nord se trouvait quelque part entre le Bihar et l'Odisha, mais que avec la dérive magnétique, le pôle est allé vers le nord. Tout ça pour dire que les Indiens sont originaires de l'Inde et de nulle part ailleurs. Quand on dit les Indiens, on parle bien entendu des Aryens. Parce que l'alternative, c'est qu'ils sont venus d'ailleurs. Et s'ils sont venus d'ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de supériorité, euh, si tant est qu'il y ait besoin d'une supériorité, mais des hindous sur les chrétiens ou les musulmans, dont les religions, effectivement, viennent d'ailleurs. Donc c'est un débat qui est extrêmement chaud et qui a une connexion très directe avec la langue, puisque le slogan des nationalistes hindous depuis plus d'un siècle, c'est Hindi, Hindu, Hindustan. Il y a une adéquation parfaite entre la langue, la religion et le pays. Et la théorie dite de l'Hindutva, c'est non seulement quelqu'un qui croit en l'hindouisme, mais quelqu'un qui est né sur la terre et qui emporte les valeurs. Ce qui exclut pour deux des arguments les chrétiens et les hindous et les chrétiens et les musulmans indiens. Le troisième, ils peuvent être nés sur place, mais ça ne change rien. Et donc, on voit bien à quel point c'est très chaud. Donc, si la langue elle-même, celle qui a créé et répété et récité les Védas au fil des millénaires vient des steppes d'Asie centrale ou du Caucase, ça fait tomber un pan très important de l'argumentation des nationalistes hindous. C'est pour ça que j'ai pris mes précautions en soulignant bien que c'était extrêmement controversé. Mais si on lit la littérature scientifique disponible aujourd'hui, c'est quand même la conclusion la plus vraisemblable. Puisque nous parlons de sanskrit, je pense qu'il serait également judicieux de parler de Pali, la langue dont vous parlez également dans le livre. Et quand je lisais le livre il y a quelques années de Amartya Sen, qui a eu le prix Nobel d'économie, dans son livre Argumentative Indian, il dit que Pali était la langue qui avait la plus grande littérature agnostique qui existait dans le monde. Donc, est-ce que vous avez deux mots peut-être à dire sur Pali? Mais peut-être même trois. Euh, Vous avez évoqué plus tôt ce qu'on appelle les prakrits. Prakrit, c'est le mot qui désigne un parler populaire, parce qu'il y avait plusieurs niveaux de langue, un petit peu comme au Moyen Âge en Europe, il y avait le bas latin et puis le latin qui était le dérivé du latin parlé par les Romains. De la même façon, le sanskrit, c'est une langue assez compliquée, qui est pas à la portée de tout le monde, mais les gens, il fallait bien qu'ils parlent. Donc, ils parlaient une sorte de parler populaire qui était dérivé du sanskrit. Et évidemment, ces prakrits ne sont pas les mêmes partout. C'est ce qu'on appelle en français un patois, en quelque sorte. Le patois de Picardie n'est pas le même que le patois en Occitanie. Et donc, le pali, euh, est dérivé de l'un de ces prakrits, et le Bouddha, qui tenait beaucoup à combattre tout ce qui était hermétique, tout ce qui éloignait le peuple de la philosophie, a encouragé ses disciples à utiliser un prakrit, en l'occurrence celui qui a donné naissance au Pali, pour populariser la religion bouddhique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a environ 2 3 ans, le Pew Research Center, qui est un centre de recherche aux États-Unis qui fait de très nombreux sondages et des études très, très approfondies, a fait une étude très, très complète sur la religion en Inde. Et un tiers des bouddhistes indiens, bon, ils ne sont pas très nombreux, mais quand même un tiers, considèrent que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que 2 tiers des bouddhistes se considèrent comme religieux, mais le troisième tiers, qui se dit bouddhiste pourtant, c'est plutôt une philosophie pour eux. Donc il y a une certaine continuité, à la fois, pour reprendre encore une fois une comparaison avec l'Europe,
qui est sans doute très déplacé, mais qui aidera peut-être à comprendre. De la même façon que le Concile Vatican II a décidé que les messes ne seraient plus en latin, mais dans la langue des fidèles, de la même façon, le Bouddha a choisi un prakrit, le pali, pour populariser sa doctrine philosophique et la rendre plus accessible. Et une des réponses des brahmanistes a été la geste de Ramayana et de Mahabharata, qui sont des gestes épiques qui donc sont très populaires, compréhensibles par des gens même peu éduqués, mais qui permettent de regagner le terrain perdu en faveur du bouddhisme et de quelques autres religions. J'ai ma prochaine question, avant de prendre d'autres exemples des langues que vous avez discutées dans le livre. J'ai une question un petit peu hypothétique. C'est que, imaginons si les Français avaient gagné la bataille de Plassy, je ne sais pas, de ces 1750 ou à peu près, et qu'est-ce que l'Inde d'aujourd'hui aurait été? Certes, on peut imaginer que l'Inde aurait été francophone, pas anglophone, mais au-delà de ça, on a aussi cité les exemples comme le sanskrit qui est écrit maintenant en Devanagari, c'est quelque part grâce aux Anglais. C'était le premier Anglais qui avait écrit le dictionnaire Urdu-anglais. Il y a d'autres exemples. Est-ce que vous pouvez imaginer ou anticiper quelques exemples? C'est très difficile, bien sûr, mais de la même façon, si les Français n'avaient pas perdu la Louisiane et d'autres territoires, ça s'est joué à très peu finalement que les Anglais, que les Français dominent le continent nord-américain. Et de la même façon, ça s'est joué à très peu. La bataille de Plassey n'était pas gagnée d'avance pour les Anglais, et donc les Français auraient pu être dominants. La seule chose qu'on peut dire, on ne peut pas aller très loin dans la reconstruction d'une histoire qui n'a jamais existé, c'est que par exemple, beaucoup de jésuites français ont joué un rôle important dans la formalisation de l'arabe. Les jésuites de Beyrouth ont rédigé certains des premiers manuels de grammaire et dictionnaires euh, formalisant la langue arabe classique, de la même façon que les missionnaires anglicans l'ont fait avec un certain nombre de langues vernaculaires indiennes, avec des traités qui ont été publiés en malayalam, en tamoul, en odia, en fait, dans toutes les langues vernaculaires indiennes où ils étaient présents. Très bien. Ensuite, j'aimerais bien prendre l'exemple de l'Urdu dont vous avez parlé dans le livre. Donc, vous citez dans le livre qu'avant que les Anglais viennent, bah, il y avait les Moghuls qui étaient en Inde et qui avaient un grand territoire pour eux. Et eux, ils utilisaient la langue, pour eux, la langue officielle, c'était plutôt perse. Et les Anglais ont voulu changer ça. Donc, ils ont choisi Hindustani. Et Urdu et Hindi, ce sont les deux, comment on peut dire, facettes ou enfants, on peut dire, de cet Hindustani. Et vous allez nous détailler peut-être quelles sont les différences. Et j'aimerais bien savoir quel est l'état de l'Urdu aujourd'hui en Inde, mais aussi au Pakistan, et comment vous voyez l'Urdu. Alors, le hindustani, c'est pas les Anglais qui l'ont inventé, hein, c'était comme le balatin en Europe. C'est la langue des voyageurs, des commerçants et des soldats. Donc, ils mélangeaient du persan, des langues dérivées du sanskrit. Et de la même façon que l'anglais est une langue bâtarde entre le vieux français et le saxon, l'hindustani était une langue bâtarde. Il y a pas du tout c'est pas du tout péjoratif comme terme. C'est-à-dire, c'est une langue métisse mélangée, si vous préférez, entre le persan, qui était la langue de la cour, et, euh, et les langues, les différentes langues héritées du sanskrit ou voisines du sanskrit, euh, que l'on appelait déjà le hindi. Le mot ourdou, lui, est arrivé tardivement, il en a remplacé un autre. Et donc, cette langue, c'était la langue qui permettait de communiquer entre voyageurs, entre gens d'une région différente, de milieux sociaux différents, etc. Au contraire, les Anglais ont plutôt souhaité redifférencier les deux. C'est ce qu'on disait avec Fort William College. Mais le persan a été utilisé dans l'administration anglaise à côté de l'anglais jusqu'assez tard dans le 19e siècle. Et c'est plus tard qu'ils ont choisi de le remplacer par l'ourdou, qui était quand même une langue plus moderne, parce que qui parlait encore le persan à part le dernier moghol à la fin du 19e siècle. Donc l'ourdou, en revanche, était parlé, et pas seulement par les musulmans.
Euh, L'ourdou, c'était la langue de la poésie, c'était la langue des lettrés, et un grand nombre de poètes ou d'écrivains hindous écrivaient aussi en ourdou. Même si c'était connoté musulman, ça n'était pas exclusivement musulman. Aujourd'hui, c'est bien différent, puisque le grand poète ourdou Iqbal est l'un des pères de l'idée du Pakistan, que l'ourdou est la langue officielle du Pakistan, et donc même si l'ourdou reste une langue parlée et écrite, et qui reste une langue officielle d'un certain nombre d'États indiens, il est évident que la majorité hindoue, donc 80% environ, n'a pas nécessairement une très grande dilection pour l'ourdou. Et s'il existe encore des journaux en ourdou qui sont assez vivaces, euh, aujourd'hui, parler l'ourdou peut s'attirer des ennuis parce que c'est assimilé au Pakistan. Le Pakistan est assimilé au terrorisme. Et donc, le simple fait de citer le poète Iqbal a valu à un enseignant d'être limogé de, de son école et être poursuivi par la police. Et il y a des assimilations qui se sont faites. Donc l'ourdou existe encore et vit encore en Inde, mais il a connu des jours meilleurs. Et au Pakistan, bah, c'est la langue officielle, mais une majorité des Pakistanais ne parlent pas l'ourdou, ils parlent d'autres langues, le pachtou, je n'ai pas en tête toutes les langues du Pakistan. L'ourdou, c'est la langue officielle et c'est la langue d'une minorité. Tout à fait. Quand vous parlez de bengali, et ça m'a surpris, quand j'ai lu ça, vous parlez de Sadhu Bhasha et Cholito Bhasha. Vous parlez d'une dichotomie prononcée entre langue courante et langue formelle. Et vous avez dit que ça existe également en tamoul. Mais Surtout en tamoul. tout en tamoul. Surtout. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau parce qu'en marathi, ça n'existe pas, au moins que je le connais. Non, non. En marathi, il y a finalement une seule langue, mais il y a des dialectes. Le marathi du nord n'est pas le même que le marathi de l'est, qui n'est pas le même que le marathi du sud. Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose pour le konkani. Le konkani du nord est très proche du marathi, mais le konkani du sud est très proche du Canada. Et encore un autre konkani qui est celui de Goa, qui est encore autre chose. Donc voilà. Oui, en fait, je crois que le bengali est la seule langue indo-européenne où il y a cette dichotomie. On parle de diglossie, parce qu'il y a deux langues. La langue savante, qui n'est parlée que dans certaines circonstances et par une couche supérieure, et la langue de tous les jours, qui est parlée par tous les autres. Et aujourd'hui, ça existe encore assez fortement dans les langues dravidiennes, mais tout particulièrement au tamoul, où la langue élevée a finalement pas beaucoup changé depuis plusieurs siècles, alors que la langue de tous les jours, elle, a beaucoup évolué. Et si on prend le Kerala, au Malayalam, le Malayalam, qui est la langue du Kerala, il y a eu une réforme, une modernisation euh, de la langue qui était faite à la fin du 19e siècle pour la rendre accessible. Et donc aujourd'hui, la langue formelle n'est pratiquement plus parlée nulle part. Et c'est la langue de tout le monde qui sert aujourd'hui de langue d'échange et même dans les échanges officiels. La région qui est juste à côté de Bengale, c'est Orissa et la langue, c'est Odishi. Et vous dites que Odishi est également une langue classique et qui est parlée non seulement en Inde, mais aussi en Thaïlande et Indonésie. Et avec cette question, je vous demandais aussi à parler un petit peu du phénomène de Nagame, langue dont vous parlez, qui est un mélange de Assami et Naga. Et si vous avez des mots à dire sur les langues de Nord-Est également, plusieurs questions. Alors, quand on regarde sur une carte l'Odisha ou l'Oriya, enfin les différents noms qui sont utilisés pour cette région, elle donne sur le golfe du Bengale. C'est-à-dire qu'il y a donc eu des navigateurs, des explorateurs qui se sont installés à l'est, euh, et donc notamment en allant jusqu'en Indonésie, comme d'ailleurs autrefois l'Empire Chola, tamoul, avait été sur les côtes du Siam, c'est-à-dire de Thaïlande, et avait été assez loin en Extrême-Orient. S'agissant du Nagamais, eh bien, les tribus Naga ont absorbé la langue dominante de l'Assamais, mais en gardant des caractéristiques qui leur étaient propres. Et donc ce patois qui était parlé à la maison, qui est un mélange de la langue traditionnelle des Nagas et de la langue dominante de la région qui était l'assamais, est devenu progressivement une langue à part entière, qui non seulement est parlée à la maison ou entre voisins, mais qui maintenant est utilisée dans les écoles. Donc le nagamais, c'est un pidgin, une sorte de créole
du Naga et de l'Assamais, et c'est devenu maintenant quasiment une langue à part entière. Très bien. Je vous rappelle que je suis avec l'écrivain Olivier Dallage et ensemble nous découvrons la diversité des langues indiennes. Et j'ai quelques autres questions pour parler sur la langue. La prochaine exemple, c'est de Konkani. Et vous avez cité qu'il existe trois types principaux de Konkani. Et je pense que ça peut être assez intéressant de les voir. Donc, première, vous dites que c'est celui qui est parlé par les convertis au christianisme, qui reste largement parlé à Goa et qui est matiné de nombreux vocables portugais. Ensuite, il y a celui parlé par ceux qui ont résisté à la conversion et qui ont fui vers le nord, vers le Maharashtra et Gujarat, proche du Marathi. Et enfin, celui de ceux qui, résistant à la christianisation, ont fui vers le sud, principalement à Mangalore, qui parle un konkani influencé par le Canada. Donc c'est étonnant, la même langue qui a plusieurs connotations et manières de parler. Est-ce que vous pouvez dire plus sur Konkani? Oui, et donc un Konkani du Nord, enfin quelqu'un qui parle le Konkani du Nord peut ne pas se faire comprendre de quelqu'un qui parle le dialecte du Sud, celui de Mangalore, et inversement. Et alors celui de Goa, c'est intéressant parce que quand les Portugais se sont installés, ils ont voulu éradiquer la culture locale pour imposer le portugais et le catholicisme, bien sûr. En plus, l'Inquisition était très puissante à l'époque et les conversions ne se faisaient pas toujours par la conviction, ce qui explique les fuites de ceux qui ont essayé d'y échapper. Et donc, évidemment, le portugais s'est installé à Goa. D'ailleurs, si vous allez à Goa, vous trouverez beaucoup d'inscriptions en portugais. Et je me rappelle, il y a une trentaine d'années, avoir pu converser en simili portugais avec une vieille dame. Donc, il y avait encore des gens qui parlaient le portugais. Mais au bout d'un certain temps, les Portugais se sont rendus compte que pour être efficaces, c'est-à-dire pour christianiser la population locale, ce serait mieux de parler leur langue plutôt que de leur parler une langue qu'ils ne comprennent pas. Et donc, ils ont complètement changé d'attitude vis-à-vis du Konkani et ils ont adopté le Konkani. Ils ont commencé à faire ce que très souvent les missionnaires ont fait partout où ils sont allés. C'est-à-dire, ils ont édité des dictionnaires, des traités linguistiques, ils ont traduit dans la langue locale des œuvres religieuses. Et donc, aujourd'hui, effectivement, le Konkani de Goa est très matiné de thèmes portugais et c'est la langue des catholiques de Goa. Voilà. Mhm. Et ce qui la différencie pas mal donc des deux autres Konkani, celui qui est allé chercher refuge aux frontières du Maharashtra et du Gujarat, où il a absorbé des termes, des expressions des langues du coin, et pareil pour le sud. Avançons vers le sud de l'Inde. Et quand vous parlez de sud, vous dites que les langues du sud ont un caractère rond. Et je me souviens, quand j'étais à Bangalore, un de mes amis de nord de l'Inde disait, mais la forme des langues du sud, c'est comme des jalebis. C'est comme la Oui. sucrerie indienne. Et, euh, et du coup, ça c'est une chose. Et je dirais quelque chose aussi sur le Telugu. Et ensuite, je vous inviterai à parler plus sur ces langues du sud. Donc, vous dites que le Telugu a été utilisé par différentes dynasties dans le sud de l'Inde, les Chalukyas, l'empire de Vijayanagara, et a même été la langue administrative d'une dynastie non Telugu au Tamil Nadu. Sous l'empire Vijayanagara, les hauts dirigeants parlaient le Kannada, tandis que les fonctionnaires de rang intermédiaire, comme les collecteurs d'impôts, recouraient au Telugu, davantage compris de la population. Je voulais aussi parler ça parce que on va aujourd'hui dans les pays comme Indonésie, Malaisie ou d'autres, il y a des temples hindous et apparemment il y a aussi le Tamoul et ce sont les rois de l'époque qui sont allés vers ces pays et qui se sont installés. Donc souvent les nationalistes hindous, les extrémistes disent que, écoutez, les Anglais, ils étaient des colonisateurs, nous on n'a jamais colonisé un pays, mais je me demande si on s'étale la définition de colonisation quelque part, l'Inde de l'époque, on ne l'appelait pas l'Inde, a aussi eu à peu près le même comportement. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je parlais tout à l'heure de l'empire des Cholas qui, à son apogée au XIe siècle, effectivement, s'étendait dans une très large partie de l'Asie du Sud-Est. Et les temples shivaïtes et autres qu'on peut trouver
au Cambodge, en Thaïlande, en Indonésie, sont un héritage direct de cette présence des Cholas, qui était un empire tamoul. Euh, sur Kannada Telugu, c'est assez intéressant de voir que un certain nombre de stèles comportent des inscriptions en Kannada, en sanskrit et en telugu. Donc, c'est un peu la pierre de Rosette, en quelque sorte. C'est-à-dire que les mêmes inscriptions se retrouvent dans plusieurs langues. Et en effet, ça permettait une certaine fluidité. Ça montre, bon, le fait aussi est que le Kannada et le telugu ne sont pas des langues très, très, très opposées entre elles et qu'une certaine compréhension réciproque est possible. Donc, ça facilite ces échanges. Euh, En ce qui concerne, donc, on parlait de l'expansion, oui, ben, l'Empire Chola est la réponse directe à l'affirmation que l'Inde n'a jamais cherché l'expansionnisme. Mais l'Inde, encore une fois, n'était pas une entité politique, c'était des royaumes. Et si on parle de ça, à ce moment-là, les royaumes se faisaient la guerre entre eux, des royaumes hindous détruisaient des temples hindous du voisin et inversement. Donc, je crois que c'est toujours un peu difficile de reconstruire l'histoire à partir d'entités contemporaines, mais qui n'existaient pas dans le passé. Bien sûr. Vous avez parlé ensuite de langues européennes. Vous parlez de français et le portugais dans le livre. Euh, il y a certes des mots indiens qui existent aujourd'hui en français, mais je voudrais aussi parler des mots dans les langues indiennes, surtout en marathi par exemple ou en hindi que je connais. Il y a le mot chemise en français qui est devenu kamisa en arabe et en hindi maintenant c'est kamise. Ça c'est un exemple. En marathi, pomme de terre c'est batata et c'est le même mot en portugais. Voilà, donc ça m'a beaucoup fait marrer de voir que même les mots qu'on croit que sont les mots de l'Inde, vraiment ne sont pas les mots de là, ils ont voyagé. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que beaucoup de mots qui sont passés dans le vocabulaire commun en anglais et en français sont originaires de l'Inde, du fait de la présence de troupes coloniales qui, une fois revenues au pays, utilisent ces mots. On pense à savon, pyjama, beaucoup de termes dans le vocabulaire anglais, fog, par exemple. Enfin, ont été introduits par ceux qui revenaient des Indes, comme on disait à l'époque, et c'est devenu une partie courante du vocabulaire, un peu comme certains mots d'Algérie sont entrés dans le vocabulaire français. Donc ces échanges-là sont le produit direct de l'histoire. Tout à fait. Puisqu'on parlait un petit peu des voyages, comment les mots ont voyagé, il y a aussi le cas des Roms. Vous avez parlé de le Roumanie. Et moi, j'ai eu la chance de vivre 2 années en Roumanie quand j'ai travaillé entre 2010 et 2012 là-bas. Et j'ai constaté, j'ai eu quelques échanges avec les Roms. Et certes, ils avaient des mots comme vous dites manouche, c'est l'homme, l'humain. Mais il y a aussi le mot pani, qui est l'eau, j'ai entendu. Est-ce que vous pouvez dire sur les Roms? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la présence des Roms, des, des Gitans, des Tziganes, bon, ils ont beaucoup de noms. En Europe, ça remonte au Moyen Âge, c'est très ancien. Mais c'est seulement au XIXe siècle que certains se sont avisés que le mystère de leur origine était peut-être pas aussi mystérieux et que ces populations pouvaient venir de l'Inde. Alors, il y a de nombreuses raisons qui vont dans ce sens-là. Le type physique, qui est proche d'un certain nombre d'Indiens, notamment du Nord, hein. Euh, les mots, qui en effet sont très proches de mots qu'on trouve dans les langues qui dérivent ou qui sont proches du sanskrit. Et alors, curieusement, c'est beaucoup plus tard. La théorie donc a été élaborée à la fin du XIXe siècle, mais elle a été vérifiée par des analyses sanguines qui ont permis de mettre en évidence des génotypes qui sont les mêmes que ceux qu'on trouve dans des populations qui sont originaires d'aujourd'hui, enfin qui se trouvent aujourd'hui au Rajasthan ou au Madhya Pradesh. Donc, il semblerait qu'en effet, ces populations aient quitté, peut-être sous la contrainte, ces régions indiennes euh, et à travers un très long périple qui les a fait passer par des régions différentes, parce qu'ils ne sont pas tous allés dans la même direction, l'Arménie, la Grèce, la Turquie.
l'Autriche, l'Allemagne, la Roumanie. Alors évidemment, il ne faut pas confondre les Roms et les Roumains. Il y a beaucoup de gens qui confondent Roms et Roumains, hein, parce qu'il y a beaucoup de Roms qui viennent de Roumanie, mais c'est pas pour ça. Et ils ont fini par atterrir en Espagne, au Portugal, en Italie, en France, bien entendu, et dans d'autres régions. Et en effet, euh, toutes ces populations gitanes, tziganes, euh, ce qu'on appelle les roménichels parfois, euh, c'est les manouches. Alors, les tziganes français, on les appelle les manouches. Et manouches, c'est un terme qui veut dire être humain en sanskrit. Donc voilà. Et en revanche, ils sont plus du tout là-bas. Donc cette langue indienne, le romani, en tout cas cette langue d'origine indo-européenne et très proche des langues indiennes, est en fait une langue européenne et pas du tout une langue indienne. Tout à fait. Pas mal de mes collègues ingénieurs roumains n'étaient pas contents que on les identifiait avec les Roms. Ils disaient non, non, nous ne sommes pas les Roms, on est roumains. Donc oui, je reconnais ça. Euh, J'aimerais bien parler maintenant un petit peu de la disparition des langues en Inde. Et vous citez que l'UNESCO, pour alerter sur le danger de disparition d'un idiome, des langues, et, le danger, c'est quand il y a moins de 10 000 personnes qui parlent une langue, qui pratiquent une langue. Et vous citez que, curieusement, en 1971, en Inde, les recensements ont cessé de dénombrer à part les langues parlées par moins de 10 000 personnes. Donc ça, c'est une coïncidence peut-être, mais il y a un autre passage, et je propose de le lire, qui m'a beaucoup touché. Vous dites qu'en janvier 2010, c'est Ethan Boa qui était la dernière survivante des locuteurs du Bo, une langue des îles Andaman. Faute d'interlocuteurs encore vivants, c'est aux oiseaux et aux arbres qu'elle parlait encore dans cette langue les dernières années de sa vie. Le jour de son décès a été celui de sa langue, disparue à jamais en tant que langue vivante. Voilà donc quelques mots sur la disparition des langues en Inde. Il y en a d'autres qui sont menacées de disparition. Alors, moins de 10 000, c'est pas beaucoup, mais il y a des langues qui ne sont parlées que par 400, 250 personnes. Et donc, la question de leur avenir est tout à fait posée. Et au début d'année, j'ai lu un article dans la presse sur une communauté dans un village du Kerala où une langue n'est plus parlée que par deux personnes, un vieux monsieur et sa nièce. Les autres membres de la famille, ça les intéresse pas parce que à quoi bon apprendre une langue qui ne servira à rien? Donc, ils parlent l'anglais, ils parlent le hindi, ils parlent le malayalam, ils parlent les langues qui peuvent leur servir dans l'avenir. Et donc, c'est ainsi que meurent les langues. En fait, c'est un peu comme la biodiversité. Chaque année, les scientifiques font le compte des espèces animales qui disparaissent et qui ne réapparaîtront plus jamais. D'autres, peut-être, un jour arriveront, mais celles-là sont disparues. Et on considère qu'environ à peu près 300 langues vivantes ont disparu depuis l'indépendance de l'Inde, c'est-à-dire depuis 80 ans, et que d'autres vont disparaître dans les années qui viennent. Au profit de qui? Ben, au profit des grandes langues. Les grandes langues, c'est le hindi, c'est le tamoul, c'est le malay, enfin, c'est celle dont on a déjà parlé. Donc il y a un phénomène d'absorption des langues qui disparaissent, tout simplement parce que la jeunesse soit quitte les villages où c'était parlé, soit elle reste, mais pour son avenir, elle a besoin de parler les langues qui vont leur donner un emploi. Et c'est ainsi que meurent les langues. Même si la question peut sembler assez évidente, mais pour vous, pourquoi on doit garder cette diversité linguistique? Quand l'anglais est facile, on peut communiquer plus facilement, l'hindi est parlé par beaucoup de gens. Pourquoi c'est important de garder les langues? Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Français devraient parler l'anglais parce que c'est une langue qui est comprise dans le monde entier et que le français est une survivance du passé. Alors, bien entendu, les Français sont pas d'accord. Euh, et je pense que c'est vrai pour tout. Alors, il y a un aspect, je dirais, culturel et esthétique. C'est toujours mieux quand il y a de la diversité. Euh, il y a un aspect de compréhension aussi, parce que quand il y a une unification culturelle, il y a beaucoup de choses qui deviennent incompréhensibles parce qu'elles n'étaient compréhensibles que par le truchement des cultures et des langues qui ont disparu. Euh, je prends un exemple qui n'a rien de linguistique, mais par exemple, beaucoup de gens se lamentent que les jeunes aujourd'hui ne puissent plus comprendre certaines œuvres musicales de Jean-Sébastien Bach ou des peintures de Michel-Ange, tout simplement du fait qu'il n'y a plus de culture chrétienne et que ces peintures et ces musiques
sont des références directes à des référents purement religieux. Bon, de la même façon, alors on peut dire, oui, on perd en culture, mais on gagne en compréhension, et c'est le sens de l'histoire. De toute façon, l'histoire, elle est ce que les gens en font. Peut-être que c'est inéluctable. Je dirais qu'à titre, en tout cas, esthétique et culturel, la disparition l'évanouissement d'une diversité est toujours regrettable. Mais c'est peut-être vers ça qu'on va et peut-être qu'il n'y a pas d'autre choix. En tout cas, il y a des gens en Inde qui ont pris conscience de la chose et qui, voyant que l'administration est souvent assez défaillante, prennent des initiatives pour promouvoir les langues menacées et en tout cas enregistrer des conversations en vidéo et sur des cassettes avec des gens qui parlent encore ces langues, de façon à ce qu'il en reste une trace dans l'avenir. Parce que très souvent, en plus, ce sont des langues qui n'ont pas de système d'écriture, donc une tradition purement orale. Si une langue purement orale disparaît, il n'en reste plus rien s'il n'y a pas d'enregistrement. Et même quand il y a des systèmes d'écriture, si la langue disparaît, c'est toujours mieux d'avoir des enregistrements de gens encore vivants qui peuvent partager leurs témoignages, expliquer ce qui fait la spécificité de leur langue. Nous touchons bientôt la fin de cette conversation fascinante avec Olivier Dallage et nous parlons de son livre Les Indiens et leur langue. J'ai- je voudrais parler maintenant du plurilinguisme et polyglotte. Je propose de lire un autre passage. On l'a vu, le plurilinguisme est réel dans ce pays si vaste et si complexe, même si dans la réalité, les véritables polyglottes ne sont pas aussi nombreux qu'on pourrait le penser. Beaucoup parlent couramment une, deux ou trois langues, mais les autres langues sont maîtrisées uniquement dans le champ d'activité, le plus souvent professionnel, où elles sont nécessaires, dans les call centers, au bureau, dans les shops ou au domicile des employeurs de personnel de maison. Tant que l'on échange sur les sujets habituels liés à l'activité, tout va bien. Mais il serait vain de s'en écarter pour entamer une conversation sur un tout autre sujet. J'ajouterai à ça, c'est que peut-être que vous avez constaté également, étant un étranger en Inde, mais c'est vrai aussi pour les Indiens, il n'existe pas vraiment une structure comme Alliance française euh, ici pour le français, pour que l'apprentissage des autres langues indiennes soit facilité. Par exemple, moi j'ai grandi dans le Maharashtra, ben, moi j'ai commencé à apprendre le hindi même avant que je l'ai appris à l'école parce qu'il y avait des films, il y avait la conversation, mais il n'y avait jamais le film tamoul ou orissa ou de Bengale qui était montré ou la musique. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette manque de structure également? Il y a une obligation constitutionnelle de promouvoir le hindi. Alors, ils n'ont pas retenu le hindi comme la langue nationale, mais néanmoins, et chaque année, il y a la journée internationale du hindi et les ambassades indiennes à travers le monde organisent des événements. Alors, il y a quelques années, l'ambassade de l'Inde à Paris organisait des concours de dictée. Euh, et- alors, plus récemment, quand même, devant les revendications linguistique, il y a des efforts qui sont faits pour promouvoir aussi les autres langues afin de ne pas donner l'impression que le hindi veut tout écraser. Et par exemple, quand Narendra Modi est venu en France le 14 juillet de l'année dernière, la veille, il a réuni la communauté française, la communauté indienne de France à la scène musicale. Il y avait à peu près 6000 personnes. Et vu la composition de la diaspora indienne en Inde, essentiellement composé de tamoul, il a fait un éloge extrêmement appuyé de l'ancienneté du tamoul et de sa culture. Euh, et donc, il y a cette volonté les initiatives qui sont prises aussi pour que les jugements de la Cour suprême et d'autres soient traduits dans les langues vernaculaires montrent que cette prise en compte commence à exister. Mais bien entendu, il y a encore beaucoup de chemin à faire et il n'y a pas véritablement de volonté de promouvoir les autres langues indiennes autrement que sous une forme purement utilitaire ou alors comme un musée. Mhm. C'est-à-dire que dans la Hindi Belt, on ne va pas voir beaucoup de centres culturels disant apprenez le bengali ou l'odia ou le tamoul. Les gens qui vont l'apprendre soit parce que ça leur plaît, une curiosité intellectuelle, soit parce qu'ils en ont besoin dans leur travail ou parce qu'ils vont déménager. Donc oui, en effet, et je dirais quand même qu'il y a aussi un autre facteur, c'est que
l'État fédéral et les États indiens manquent de ressources. Ils manquent de ressources pour la santé, pour l'éducation, et donc pour développer culturellement des centres qui pourraient promouvoir les différentes langues régionales. Tout à fait. Dans le livre, vous parlez également des livres et la pratique de lecture en Inde qui n'est pas vraiment très glorieux quelque part si on compare les chiffres. Euh, Moi, je vis en Europe depuis quelques années et j'ai la possibilité de voyager pour le travail, parfois pour le loisir. Et je constate que c'est en France, quand on prend le métro par exemple, ou on est ailleurs, il y a beaucoup de gens qui lisent encore, qui résistent à cette obsession avec les portables. D'ailleurs, j'ai vu les gens qui sont en train de marcher, mais qui ne lâchent pas leurs livres. Et ça, c'est pas partout non plus en Europe. Je trouve ça vraiment en France plus présent. Et j'ai interrogé il y a quelque temps un Indien qui vit également en France. Et il m'a dit que quand il était petit ou quand il a grandi, il a aussi travaillé dans des villes différentes, dans des États différents. Il disait que si on compare à l'échelle indienne, c'était au Maharashtra, quand il vivait à Bombay, qu'il voyait qu'il y a plus de gens qui lisaient par rapport aux autres régions. Je ne sais pas si je serais d'accord avec lui, mais je vois qu'en Inde, et d'ailleurs vous avez cité ça dans le livre, qu'on voit beaucoup de gens qui lisent encore des journaux. C'est pas forcément des livres. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, dites, de cette pratique de lire et aussi quel avenir vous voyez? Alors, c'est très contrasté. D'un côté, les livres en Inde sont assez bon marché. Euh, un livre, je dirais, de facture internationale coûte environ 350 à 500 roupies. Alors, c'est peut-être un petit peu cher pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, mais c'est quand même très bon marché comparé au, au prix des livres ailleurs. Et d'ailleurs, beaucoup de livres de maisons d'édition anglaises ou américaines sont publiés en Inde dans une filiale. Et le même livre qui va coûter 30 euros en Europe sera vendu 400 roupies en Inde. La deuxième chose, c'est qu'on est frappé quand même que sur les trottoirs, il y a beaucoup de gens qui vendent. Il y a des étals où on vend des livres. Souvent, Hmm. ce sont des livres de contrefaçon, hein, que la couverture, elle reste entre les mains dès qu'on ouvre le livre, etc. Mais beaucoup de livres, d'ailleurs beaucoup de livres, je dirais, de développement personnel et de management, ce qui montre que c'est aussi un souci des gens de s'élever socialement en apprenant les règles du management. Apparemment, ça marche bien. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de l'Inde tout entière, le nombre de livres vendus est quand même relativement faible. L'autre chose, c'est que dans les États, il y a beaucoup de livres très bon marché qui sont vendus dans les langues régionales. Ce sont des romans, ce qu'on appellerait ici des romans de gare, c'est-à-dire des romans populaires, mais qui se vendent assez bien. Et puis il y a les journaux qui sont également très bon marché et qui visiblement fidélisent un lectorat beaucoup plus que ça n'est le cas chez nous, où les gens ne lisent plus les journaux ou alors ils les lisent sur tablette. Ça, c'est également très très frappant. Et alors c'est vrai qu'on dit toujours que le journal, ça sert aussi à emballer le poisson, mais vraiment des gens de toutes conditions, on voit dans la rue, encore une fois, le cordonnier qui attend des clients et en attendant, il va lire son journal en marathi ou en gujarati. C'est assez frappant. Donc, c'est assez rassurant quand même sur cet attachement à l'écrit d'une très grande partie de la population et pas simplement dans les couches supérieures. Une autre différence que je voyais et je vois toujours entre la France et l'Inde, c'est que on écoute beaucoup la radio ici. En France, il y a beaucoup plus de débats, je crois. Après, c'est vrai, en Inde, on écoute la radio et surtout dans les villages, je dirais, et aussi dans le milieu urbain. C'est les chansons de Bollywood. Mais le débat, euh, je trouvais que c'était assez présent et c'est une facette de la langue. Donc, comment vous distinguez ces deux peuples et leur affinité pour le Non, mais il y a débat? il y a également une raison juridique, c'est qu'en Inde, les radios FM n'ont pas le droit de faire de l'information. La seule radio où il y a des programmes de débat, c'est All India Radio, la radio nationale, qui fait à la fois des programmes d'éducation populaire et qui est souvent l'instrument du gouvernement. C'était vrai du temps d'Indira Gandhi. À l'époque, on surnommait All India Radio All Indira Radio. Et c'est vrai aujourd'hui.
avec un autre gouvernement. Mais les radios FM n'ont pas le droit d'avoir des débats, que ce soit sur la politique ou sur autre chose, ni même de faire de l'information. Et donc, on trouve ça sur les télévisions d'information continue qui se sont multipliées euh, au cours des 2 dernières décennies. Et il faut bien dire que la quantité n'est pas toujours la qualité, loin de là, puisqu'on a des débats effectivement sans fin, avec des écrans qui ressemblent à des collections de timbres-poste et où les gens se hurlent dessus en s'interrompant les uns les autres. Donc ça ne fait pas nécessairement progresser ni la compréhension ni la démocratie. Mais il y a du débat. Souvent, en France, quand j'écoute la radio et ou la télé et quand on parle de l'Inde, j'entends Narendra au lieu de Narendra, par exemple, où il y a hindou, c'est au niveau de prononciation. Et bien sûr, on ne distingue pas entre Narendra et Narendra. Le A, il n'y a pas moyen de savoir. Donc ça, c'est une difficulté peut-être. Mais quel conseil vous donnerez aux Français qui s'intéressent à l'Inde et qui ont peut-être envie d'apprendre une langue indienne? Et surtout, pourquoi les Français devraient lire ce livre? Qu'est-ce que vous proposez dans ce livre pour eux? Bah, c'est pas un livre dans lequel ils vont apprendre les langues, hein. C'est pas une méthode linguistique. D'ailleurs, je vois pas très bien comment en 150 pages on pourrait faire une méthode linguistique sur une seule langue. Alors vous pensez sur 300, c'est même pas envisageable. Pourquoi ils pourraient avoir envie d'apprendre une langue indienne? Ben, je dirais par simple curiosité, parce que ça fait travailler les neurones, parce que ces langues indiennes sont très différentes de la nôtre, mais en même temps, il y a quelques éléments qui les rattachent à nous. Le fait que ce sont des langues indo-européennes, on retrouve des points communs auxquels on n'aurait pas nécessairement songé. Et parce que je pense pas qu'on puisse ignorer, j'allais dire la culture, mais en fait c'est les cultures. Ça, c'est, je crois, la leçon principale du travail que j'ai fait et de la découverte dans laquelle je me suis lancé quand je commençais à écrire ce livre. C'est pas une culture indienne, c'est des cultures indiennes et des très nombreuses cultures indiennes, et quelquefois qui nous prennent par surprise, et quelquefois, à mon avis, qui surprendraient beaucoup d'Indiens qui croient tout savoir sur leur propre langue, alors qu'en fait, il y a tant à découvrir. Et par exemple, si on prend le fameux son rétroflexe qui est propre à la quasi-totalité des langues indiennes, en réalité, c'est une survivance des langues dravidiennes qui ont pénétré les langues indo-européennes. Mhm. Toutes les langues dravidiennes ont le son rétroflexe, la langue au fond du palais, euh, et les langues nord-indo-européennes l'ont d'une manière atténuée, mais elles l'ont, ce qui fait d'ailleurs que certains sons ne sont pas compréhensibles directement par les Européens et inversement. Mais en fait, c'est un emprunt. C'est-à-dire qu'entre elles, les langues indiennes se sont beaucoup empruntées, même quand elles pensent avoir une authenticité totale. Et c'est ce mélange, c'est ça en fait qui m'a incité, vous citiez tout à fait au début la conclusion que j'ai écrite, quand je me suis dit, il faut quand même conclure, c'est l'image qui m'est immédiatement venue à l'esprit, à la fois par les populations qui bougent et aussi par la manière dont ces langues empruntent une partie des caractéristiques de leurs voisines avant de les absorber et de les faire disparaître, mais en ayant une partie de ces anciennes langues qui ont disparu. Voilà, donc pourquoi apprendre une langue indienne? Ben, pour se compliquer la vie, parce que c'est difficile. C'est pas qu'elles soient tellement difficiles, ces langues indiennes, c'est qu'après, si on n'a pas la pratique, c'est extrêmement difficile de l'entretenir. Mais moi, je dirais, pour avoir étudié l'arabe, que le hindi est 10 fois moins difficile que l'arabe, par exemple. Mais avoir appris l'arabe, ça aide à comprendre le hindi aussi, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont empruntés. Donc tout ça se tient, et ça donne une grande confiance dans l'humanité, parce qu'il y a un continuum culturel. Je vous confirme qu'après avoir lu votre livre, moi j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses, et je suis reconnaissant. Et je voudrais vous féliciter également sur le fait que ça me façonne, ça me fascine toujours de voir autant de spécialistes, autant de chercheurs français qui s'intéressent à l'Inde, au sujet de l'Inde. Et malheureusement, ce n'est pas encore réciproque. Et j'aimerais bien avoir aussi les Indiens qui commentent, qui font des études sur la France, sur les autres pays en Europe. Mais dans tous les cas, avec le Forum France-Inde, nous comptons sur les gens comme vous pour vraiment promouvoir les liens entre les peuples. Et le travail est vraiment réussi, je vous le confirme. Et merci beaucoup pour tout ce Merci à temps vous. que vous avez consacré. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et je vous souhaite bon courage dans vos prochains projets et peut-être à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.